Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà. Donc, on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Salut DMG, salut toute la famille DMG, salut à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, je viens pour raconter une histoire qui s'est passée dans la ville de Yaoundé. C'est donc une femme qui a gardé sa nièce. Sa nièce a été orpheline. En fait, c'est l'enfant de sa sœur. Sa sœur a été décédée. Et donc la famille a donc décidé que c'est elle qui va prendre la petite là en charge. C'est une petite fille, une petite adolescente. Elle avait environ 10 ans quand sa tante l'a prise. Donc c'est elle qui s'occupait d'elle. Comme la tante, elle aussi avait les enfants à peu près du même âge. Donc c'est pour ça qu'on avait alors décidé que bon, la petite sera à l'aise avec ses cousines. Donc c'est comme ça alors que la dame là a pris sa nièce chez elle. Et vivaient ensemble. Et la dame était très dure avec la nièce là. Donc elle ne la traitait pas comme ses propres enfants. C'est elle qui faisait beaucoup plus les travaux. C'est elle qu'on a envoyé, qu'on achète les choses. On n'achète pas les mêmes articles que ses cousines. Donc elle était un peu marginalisée. Mais bon, elle allait à l'école et elle vivait comme ça, dans cette la différence là, dans les difficultés. Et les autres membres de la famille voyaient bon, on laissait faire. Puis on se disait que bon, après tout, quand on ne te tue pas, si on te laisse faire les choses, si on parvient quand même à la soigner, à payer ses études. Donc voici alors un jour, la fille de la tante tombe malade, une grande fille, elle peut avoir même 18 20 ans comme ça, elle tombe malade, une maladie grave. On ne sait pas où la maladie la provenait. À l'hôpital, ils ont soigné. Après ça, l'enfant de la tante là commence à avoir maintenant les crises de folie. Ça se manifeste maintenant comme les crises de folie. Elle se déshabille, on l'arrête, elle fait des choses, elle mange la saleté. On a soigné. Maintenant, ils ont quitté l'hôpital, ils sont maintenant partis à l'indigénat. Ils sont partis maintenant du côté traditionnel là. Ils marchent, rien. On part chez tel guérisseur, ça ne finit pas, on change. Finalement, ils sont arrivés chez un guérisseur qui a dit que pour que la petite là guérisse, il faut qu'on sacrifie une personne. Si on fait l'échange avec une personne, la petite là va guérir. Et maintenant, la tante là a décidé de vendre la nièce. Sa nièce qui est orpheline là, non. Sa nièce qui est orpheline. Excusez-moi. Elle a décidé de vendre sa nièce qui est orpheline. En fait, de faire l'échange avec sa nièce qui est orpheline là, non. Maintenant elle prend maintenant la nièce qui est orpheline là. Elle l'amène chez le soi-disant guérisseur là, qui avait dit qu'il faut faire l'échange. Maintenant, le guérisseur a fait les choses sur l'enfant. À ce moment, la petite là, on l'a prise qu'elle avait 10 ans. Là, elle avait 14 ans. La petite orpheline là, elle avait 14 ans. On l'a amenée chez le guérisseur là. Il a fait le jeu, l'enfant ne connaissait pas. Après, quand ils sont rentrés, le guérisseur a dit encore à la tante qu'il y a encore d'autres choses qu'elle va faire à la petite, leurs incantations, je ne sais pas trop. Les choses, d'autres qu'elle devait manger ou d'autres qu'on va frotter sur elle. C'est comme ça qu'on a fait. Quelques temps après, la nièce la tombe malade. Gravement malade. Elle a dit que subitement comme ça, le même jour que la maladie a commencé, c'était tellement grave. On amène l'enfant à l'hôpital, mais à l'hôpital, on ne comprend pas que c'est quelle qualité de maladie ça qu'est. Tous les examens sont négatifs, l'enfant est malade, elle a un regard perdu, donc c'est comme si elle ne voit même plus les gens. Comme si elle est déjà même inconsciente comme ça.
Ça fait même pas une semaine, la petite fille là meurt. La petite fille là meurt maintenant. Quand le marabout avait dit que quand on va sacrifier la personne qu'on va sacrifier là, dès que la personne va mourir, l'enfant qui est malade, c'est qui a les crises de folie va se rétablir. L'enfant qui a les crises de folie ne s'est pas rétabli. La petite fille là est morte. L'enfant qui a les crises de folie continue toujours à être folle. Aucun changement. La maman n'a pas voir le marabout là. Pourquoi il n'a pas voir le marabout là? Il n'est même plus là. Il est là parti. Il a déménagé. Oui, il est parti. Elle ne sait plus où mettre la tête. Maintenant, elle se met à pleurer que dans les pleurs, non, elle était dépassée, que je suis devenue criminelle, j'ai sacrifié l'enfant et ma fille n'est même pas guérie. Maintenant, alors, c'est comme ça qu'elle pleurait. Les gens ont alors su ce qui s'est passé. Les problèmes dans la famille, les problèmes, les divisions, les problèmes. Donc, finalement, ils sont restés comme ça dans les problèmes. La petite fille aussi est morte comme ça pour eux. Et celle qui était malade, qui a les crises de folie, est restée comme ça dans les crises de folie. Je ne sais pas si aujourd'hui elle est guérie parce qu'on a plus de leur nouvelle vie. C'est alors comme ça. Voilà donc l'histoire vraiment que je partager avec vous. Chaque personne va tirer sa leçon vraiment de cette histoire-ci. Et voilà, c'était tout vraiment sur ce. Portez-vous bien et au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la famille DMG. Je vous fais cette note vocale depuis la Côte d'Ivoire, d'Abidjan plus précisément, pour vous raconter une histoire qui m'est arrivée en 2016. Et je voulais intituler cette histoire « Ne sont pas bons tous les bons samaritains ». Alors, comme je vous le disais, je devais me faire baptiser en 2016, en mai 2016. Entre-temps, en mars 2016, j'avais perdu mon père. Donc, c'était une période un peu compliquée pour moi. Mais bon. Et donc, on était dans les préparatifs de mon baptême. Et à cette époque, je travaillais dans une entreprise de vente et réparation de véhicules. Et donc, je gérais tout ce qu'il y a comme facture, devis, la caisse, tout ça. En fait, je gérais tout ça. Et donc, l'entreprise était divisée de telle sorte qu'il y a le service garage, le service réception et le service, comment on appelle ça, commercial. Et moi, j'étais du côté du service commercial. Et donc, il y a eu un client qui est venu un matin pour la réparation de son véhicule. Et donc, bien évidemment, avant qu'on ne fasse les réparations, je lui avais déjà fait le devis. Donc, il savait le montant qu'il devait payer et tout. Et donc, on a fini les réparations du véhicule et tout. C'était au moment de payer. Et donc, il a dit au garagiste, celui qui s'est occupé de lui, de faire remonter l'information, de nous faire savoir au service commercial qu'il voulait nous faire un chèque. Or, à cette époque, à mon entreprise, on ne prenait pas de chèque de montant en dessous de 100 000 en fait. Et donc, j'ai fait savoir que c'était pas possible. J'ai fait savoir au garagiste que c'était pas possible, que c'est pas grave. Le montant rond qu'il donne, parce qu'il avait un problème de 3 000 en fait. Le montant rond qu'il donne, moi j'allais compléter les 3 000, c'était pas un souci. Donc le garagiste qui va donner l'information au monsieur, le monsieur qui lui remet l'argent qu'il avait, et il vient me donner, je fais la facture payée, je remets au garagiste qui va remettre au monsieur. Et le monsieur, avant de partir, demande à me voir. Il dit qu'il voulait me dire merci. Il dit, non, il n'y a pas de souci, tout ça, qui peut partir, il n'a pas besoin de me voir. C'est pas un problème, c'est un cadeau. Le garagiste dit que le monsieur insiste que le monsieur là c'est son vieux père, que voilà, de venir, sinon ça ne sera pas intéressant parce que le monsieur a le départ de temps en temps, donc il veut que je vienne. Et donc moi je descends, je vais vers le monsieur, il me voit, ah, vraiment merci beaucoup madame, merci vraiment c'est rare tout ça, merci, c'est ce que je voulais vous dire. Il me dit, ah merci, mais le monsieur, c'est un monsieur nanti, il était venu dans une grosse voiture, quand tu le vois tu sais qu'il est nanti. Et je vous signale que pendant les réparations de son véhicule, il n'est pas descendu. Hein. Il est resté dans la voiture avec, je ne sais pas s'il y avait la clim ou pas, mais il était dans la voiture. Et donc, je vois le monsieur, je lui dis pas de quoi et je remonte travailler. Une semaine après, mon collègue garagiste là qui vient me voir, madame, voilà, vous vous souvenez du client qui est venu la dernière fois qui avait un problème de 3 000. En fait, avant de partir, il a demandé à avoir votre numéro de téléphone parce qu'il m'a dit qu'il allait vous appeler au cas où il y avait des problèmes sur ses autres véhicules. Paraît-il qu'il avait plusieurs véhicules. Donc, j'ai dû vous donner son numéro. Il a dit, que tu ne peux pas donner mon numéro. Mais quel numéro tu as donné? Il dit, là, non, mon numéro personnel. Il dit, non, tu sais très bien qu'il y a une flotte pour l'entreprise.
Tu pouvais lui donner ce numéro-là, mais mon numéro personnel, avant de le donner à quelqu'un, tu me le dis. Il me dit non, pardonne-moi, que vraiment c'est mon vieux père, il me dépanne souvent, que voilà. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Et donc 2 jours après, le même collègue à la ligne vient me voir. Ah, madame, vraiment, je me souviens du client qui est venu la dernière fois, il m'a appelé, il dit qu'il voudrait nous inviter à déjeuner. Je dis, nous inviter à déjeuner comment? Il me dit oui, il dit qu'il voudrait déjeuner avec vous, qu'il a été tellement impressionné par votre gentillesse et qu'il voulait, mais ne vous en faites pas, je serai avec vous. Donc, il n'y a pas de problème, tout ça. Vraiment, madame, pardonnez, faites ça pour moi. Je dis, bon, ok, comme c'est juste un déjeuner que tu seras avec nous, on peut y aller. Et donc, on est parti, on a déjeuné, on a parlé de tout et de rien. On parlait de tout et l'histoire de mon baptême est venue dans la conversation. Je lui ai dit, on parlait, j'ai dit, je dois me baptiser dans le mois de mai, qu'actuellement c'est chaud, on nous surveille de partout, parce que normalement on ne devait pas être en couple, tout ça, on nous surveille de partout et tout, non, c'est compliqué. Il m'a dit, tu te baptises en quel mois? Dans le mois de mai. On était à 2 mois de mon baptême. Dans le mois de mai, il dit, ah bon, que ça tombe bien, que moi je suis dans une communauté reconnue en fait dans l'église catholique, tout ça. Et donc on a commencé à parler de Dieu, de tout ça. Et voilà. Et on a fini de déjeuner, on a fini. Et avant de partir, il m'a tendu la somme de 30 000. Il dit, prends ça pour ton taxi. Et il a remis quelque chose à mon collègue là. Et nous sommes séparés. Et le lendemain, le monsieur a commencé à m'appeler. Donc, je causais à lui. Il m'a fait savoir qu'il était veuf, qu'il a 2 enfants, mais ses enfants ne vivent pas ici. Ses enfants sont aux États-Unis. Il est seul. Il a besoin d'être avec une femme et que vraiment, moi, il ne sait pas, mais il est attiré par moi. Il me veut. Actuellement, là, je ne peux pas parler d'amour parce que je suis en plein dans mon baptême et puis je n'ai pas la tête à ça vu que je suis aussi en deuil. Donc, tout ça là, vraiment, on va en parler une autre fois. Et donc, on cause comme ça. Et la semaine passe, 2 semaines, 3 semaines. La 3e semaine, le monsieur m'appelle. Il voulait qu'on parte dîner dans un restaurant chic. À l'époque, c'était à Biétry. Il voudrait qu'on vienne dîner là, tout et tout. Il y a longtemps qu'il m'a vu, qu'il veut me dire des choses, tout ça. Il dit, bon, il n'y a pas de souci. Donc, je vais à son rendez-vous, on part dîner et tout. Et on finit pendant le dîner, il me dit, tiens, mais tu m'avais parlé de ton baptême et tout, est-ce que vous avez trouvé une salle? Est-ce que tout est... Parce que je devais me baptiser avec ma cousine, donc on a décidé de faire le baptême ensemble. Est-ce que vous avez trouvé une salle, tout ça? Je dis, non, actuellement là, on n'a pas encore commencé les recherches, mais on a déjà des idées et tout, mais je pense qu'avant que la date arrive, on sera OK. Il m'a dit, moi, je vais vous offrir une salle. Vous voulez nous offrir une salle, comment? Il dit, je veux tout prendre en charge. Non, ouais, tout prendre en charge, comment? Non, c'est pas comme ça. Non, je ne vous connais pas, il y a un peu, vous n'allez pas faire ça. Il me dit, si, que je t'ai dit que j'étais dans une grande communauté à l'église catholique, je voudrais que je serais comme ton parrain. C'est vrai que c'est pas moi qui vais t'accompagner à l'église, mais je serai comme ton parrain, que je veux tout prendre en charge. Et donc, j'ai dit, bon, d'accord, mais je vais en parler d'abord à ma cousine. Si elle est d'accord, on va vous revenir. Et donc, j'en parle à ma cousine. Tout de suite, elle dit, ma chérie, peut-être que c'est ton papa qui veut gérer ça. Donc, faut pas qu'il faut accepter ça. Là, c'est une grâce de Dieu. C'est pas tout le monde accepte. Au moins, on ne va pas trop dépenser et tout. Et moi, j'appelle le monsieur. Je lui dis, OK, j'accepte. Que voilà, vraiment, on vous dit merci pour le cadeau. Vraiment, j'ai commencé à lui faire des bénédictions, tout ça. Il me dit, il n'y a pas de souci. Donc, pour cela, on va se voir encore le lendemain pour en parler et tout. Et donc, on va dans un autre restaurant, huppé aussi de la ville d'Abidjan, et on mange tout. Et il se trouve que le propriétaire de ce restaurant est un ami sûr du monsieur. Et donc, on finit de manger et tout, et il fait appeler le propriétaire qui vient, qui parle à nous tout. Il dit au propriétaire qu'on voudrait te voir, on voudrait te parler. Donc, le propriétaire nous fait passer à son bureau dans le restaurant, on va le voir. Et le monsieur dit au propriétaire que je voudrais que entre-temps, avant que le propriétaire ne vienne, il m'a demandé si ça me plairait qu'on fasse la réception dans le restaurant. Je dis oui, parce que le restaurant est vraiment chic. Il dit oui, il n'y a pas de problème, je veux bien ce restaurant. Mais je lui ai dit, mais ça doit coûter cher. Il dit non, laisse, je gère. Et donc, on est parti, on a vu le propriétaire, on lui a dit, il y avait 3 salles. J'ai choisi la salle qui me plaisait et tout. Et le monsieur a tout payé, c'est-à-dire de la salle jusqu'à la boisson, la nourriture. Et il a tout pris, c'était un package. Il a tout payé, le package. Il a fait le chèque devant moi, il a donné au monsieur.
Le monsieur a tout payé. Et quand il a fini de payer, avant qu'on se sépare, il m'a dit, s'il y a d'autres dépenses à faire, tu me fais savoir. Il a dit, ah, que ce que vous avez fait là, c'est gros. Il dit, non, dites-moi, s'il y a quelque chose à faire, tu me fais savoir. Il n'y a pas de problème. Et donc, je vais informer ma cousine qui est toute contente de tout. Et voilà que on arrive à la veille du baptême. Le monsieur qui m'appelle à la veille me dit, tu es prêt, tout se passe bien, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je dis, non, ça va. Du côté de l'église, tout est prêt. Moi, je suis prêt, ma cousine est prête et tout. Déjà, du côté du restaurant, tout est OK, il n'y a pas de problème et tout. Donc, on va se voir demain tranquillement, puisque la réception, j'ai prévu la réception pour 15 heures en fait. Et donc, on va le lendemain matin, il y a mon collègue garagiste là qui m'appelle pendant que j'en se préparait tout et tout pour aller à l'église, qui dit, ah, descends, j'ai un cadeau de la part du vieux père pour toi. Et c'est quel cadeau ça encore? Et donc, j'ai fini de m'habiller, on me maquille tout et tout, et j'ai dit à ma cousine, bon, je t'attends en bas, parce qu'elle était prévue qu'on parte avec son chéri qui est véhiculé. Mais je t'attends en bas. Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème. Et donc, je descends, ma grande surprise, je vois une grosse voiture qui est garée. Et le garagiste me dit que mon vieux père dit d'utiliser cette voiture-là toute cette journée, qu'il met cette voiture à ta disposition. Ah, c'était une voiture chic, une voiture, une Mercedes, comme il faut là. J'ai dit, ah, c'est quoi ça là? Et donc, je remonte dire à ma cousine, ah, que le monsieur, je l'appelais le vieux, ah, le vieux a envoyé une voiture pour nous, tout ça, je ne vais pas monter seul, je veux que tu montes avec nous. Donc, son gars dit, ah, ça tombe bien, puisque vous avez vos soeurs aussi qui doivent partir. Donc, je vais prendre vos soeurs et puis vous montez dans la voiture là-bas avec vos marraines. Parce que ma cousine et moi, on avait la même marraine. Montez dans la voiture avec votre marraine et tout, il n'y a pas de souci. Mais le garagiste qui me fait savoir que le vieux dit que la voiture qu'il a envoyée là, il a prévu une place spéciale pour toi et que tu dois t'asseoir forcément à cette place-là. Qu'il ne veut pas que tu t'asseyes à lui. Il dit, ah, c'est quelle place il veut que je m'asseye? Il ouvre la voiture, je vois la place. Déjà, c'était une seule place quelque part. Et puis les autres voitures, c'était genre comme une limousine façon là. Donc, il y avait une place bien précise là qui voulait que je prenne. Ah, je ne peux pas m'asseoir. Ah, c'est bon, le modèle, hein, parce que ce sont les limousines là qui contiennent bon, le modèle. Il y avait une place bien précise qui était là, que le vieux dit de t'asseoir là. Ah, je ne peux pas m'asseoir là. Ah, c'est un peu bizarre quand même. Il a insisté que depuis ce matin, il faut qu'il m'appelle pour me dire de t'asseoir là-bas, que lui, il te veut comme femme. Donc, du coup, cette place-là, c'est pour toi. Il faut que tu montres aux autres que tu es sa future femme. Donc, il veut que tu t'asseyes. C'est quelle histoire de femme, ça encore? Et donc, j'ai déjà compris. Maintenant, au moment de monter, une voix me dit, non, ne monte pas là, va t'asseoir là où ta soeur, ta cousine est assise et laisse ta marraine s'asseoir à cette place-là. Donc, le temps de finir de me rendre compte, ma marraine était déjà assise même à la place que le monsieur avait prévu pour moi. Mais je suis allée m'asseoir directement avec ma cousine sur les autres sièges. Ah, on veut démarrer la voiture, le garagiste a reçu un appel. Je sens que ça ne va pas, ils sont en train de crier sur lui là-bas. Donc, il parle, il s'excuse. Ah, je lui ai dit, j'entends là-bas, je lui ai dit, elle ne voulait pas. Elle m'a dit qu'elle a compris, elle allait s'asseoir. Je ne sais pas, au dernier moment, c'est sa marraine qui s'est assise, je ne comprends pas. Donc, je descends, je dis, mais il y a quoi? Et puis, depuis, on ne bouge pas. Elle me dit, ah, le vieux est en train de me faire des histoires, pas possible. Il est fâché parce que tu n'étais pas assise à la place qu'il avait prévue pour toi. Ah, c'est quelle place? Je dois m'asseoir là-bas au point où on fait des histoires et tout. Donc, le garagiste dit, ah, c'est chaud, le vieux est fâché, il est fâché même, il est fâché. Qu'il dit même qu'il ne vient plus à ta réception. C'est quelle histoire ça? Bon, calme-toi, dépose-nous à l'église, on va finir ce qu'il y a à faire. Moi, j'ai appelé le vieux après. Donc, le garagiste nous envoie à l'église, on finit le baptême, tout et tout. Et on décide de rentrer à la maison, nous changer avant d'aller à la réception. Et donc, je rentre à la maison, j'appelle maintenant le vieux. Ah, c'est comment depuis ce matin, je ne t'ai même pas vu à l'église, tout ça, et que le garagiste m'a dit que tu étais fâché. Il dit, non, mais je t'ai dit de t'asseoir à cette place. J'ai donné des instructions fermes. J'ai dit, tu t'assois à cette place. Mais on me fait savoir que tu n'étais pas assise là-bas. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'écoutes pas qu'on te parle? Pourquoi tu n'écoutes pas? Ah, je n'ai pas... Mais pourquoi tu te fâches parce que je ne me suis pas assise à une place? Il dit, mais je t'ai dit non. Je t'ai dit, pourquoi tu fais ça? Mais je ne viens plus à la fête. Mais je ne viens plus. C'est plus la peine, mais je ne viens plus. Et il me raccroche. Je rappelle, le monsieur là ne décroche plus. Et donc, il avait déjà gâché même ma fête.
Et donc, nous sommes allés à la fête, tout s'est bien passé et tout. Je n'ai fait qu'appeler le vieux là pendant la réception, hein, il ne répondait pas. On a fini, tout s'est bien passé, on est rentré à la maison. 2-3 jours après, j'ai essayé de les relancer, décrocher plus et tout. Et 2 mois après, un matin, je vois la voiture du vieux au garage. Et donc, on finit de réparer et tout. Et le garagiste me dit, ah, le vieux est là, tu ne vas pas lui dire bonjour. Moi, je descends lui dire bonjour. Donc, je vais voir le vieux. Il était venu avec une petite là, une jolie petite fille, une petite go à côté là. Ah, bonjour, comment tu vas? Ça fait longtemps. Il me dit, oui, ça va, ça va, ça va. Il m'a banalisé, quoi. Et donc, il a pris sa voiture, il est parti. J'ai plus de ce nouvelle. Et figurez-vous que 1 mois après ce qui s'est passé là, le vieux est décédé. On m'a dit que le garagiste m'a appelé pour me dire, ah, le vieux est décédé. Mais le vieux est décédé, il était malade. Il me dit non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que le vieux était en train de manger et il a demandé une bouteille d'eau. On lui a donné l'eau. Quand il a bu l'eau, il est parti comme ça. Mais c'est quoi tout ça? Et donc, c'est après, je suis là et puis j'essaie de voir ce qui s'est passé. Est-ce que le vieux là ne voulait pas me sacrifier? Est-ce que le vieux là ne voulait pas faire quelque chose sur moi, vu que je venais de me baptiser? Vraiment, je me suis posé 1001 questions. Et après, je me suis dit que cette histoire n'était pas simple. Cette histoire n'était pas simple. Juste pour dire à nos sœurs que tous ceux qui nous aident là ne sont pas forcément de bonnes personnes, ne sont pas forcément des personnes qui nous veulent du bien. Parce que je me dis que si ce vieux-là me voulait vraiment du bien, il n'allait pas se fâcher pour une histoire de siège. Et si ça arrivait jusque-là, au point où il m'a bouclé, il n'a plus cherché à prendre de mes nouvelles et tout, c'est justement parce qu'il y avait quelque chose qu'il voulait me faire ce jour-là qu'il n'a pas pu. Voilà, juste dire à mes sœurs de faire attention et que c'est pas tout le monde qu'on se confie, c'est pas tout le monde qui nous veut du bien. Il y a des personnes nanties qui viennent dans nos vies pour nous détruire. Voilà, telle était mon histoire du jour. Merci beaucoup et voilà, à la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Commentez, likez, partagez. Bonsoir famille DMG, likez, partagez, commentez. Et puis voilà, le 12 février 2024, moi j'avais un rendez-vous avec une camarade de longue date. Je décide de passer chez elle. Donc arrivée, elle était en train de se tresser. On a papoté, causé, échangé, tout ça. J'étais vraiment contente de la revoir. Jusqu'à ce que ses cheveux finissent. J'ai remarqué que c'était vraiment bien joli, bien fait. Donc j'ai demandé à la tresseuse, est-ce que je pouvais venir le 13 février pour me faire les cheveux, puisque le 14 c'était la fête de l'amour et que je n'avais encore rien prévu faire sur ma tête. Donc ma copine m'encourage, elle me dit non mais prends son numéro, elle va te faire toute belle et tout ça. Viens demain mardi 13 février, elle va te rendre vraiment belle. Ok, je prends le numéro de cette dernière pour le lendemain. Donc le lendemain, j'arrive à l'heure convenue. J'attends la fille en question qui doit me tresser. Je l'appelle, je lui dis que moi, je suis déjà là, chez ma camarade, en fait, devant le carrefour. Elle me dit, OK, j'arrive 2 minutes, tu me vois. OK, je dis, il n'y a pas de souci. J'attends 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Je ne la vois pas, 15 minutes. À la 15e minute, je la vois marcher, pas seule. Elle s'appuyait sur une jeune fille. Et je vois que ses 2 pieds sont collés. Et son côté droit est incliné, penché même, carrément. Donc, je suis un peu étonnée de par mon visage pour dire que, mais est-ce que c'est la même fille? Mais je reconnais le visage, effectivement, c'est le même visage qui a tressé ma copine. Mais attends, pourquoi elle est comme ça dans cet état? C'est hier nuit, ou bien elle est comme ça, malade naturellement? Et comment je peux laisser une fille qui ne se sent pas bien venir me tresser? Est-ce que je me posais toutes ces milliers de questions jusqu'à ce qu'elle vienne à mon niveau, on se salue et tout ça. Donc je me demandais, c'est comme ça elle est, c'est naturel, c'est inné, je ne sais pas. Elle commence à me tresser, il y a un silence qui est glacial qui est là. Donc elle me dit, ma chérie, tu vas bien? J'ai dit oui, ça va, et chez toi? Elle dit oui. Quand tu me vois dans cet état presque paralysé, où mes 2 pieds sont vraiment collés, où j'ai mon torse qui est penché, et j'ai du mal à me tenir droite. Je ne suis pas née comme ça et je n'étais pas comme ça il y a 2 ans. Je lui dis, ah bon? Je suis étonnée. Elle dit oui, je peux te prouver, j'ai des photos de moi, je te les montre tout de suite. Heureusement qu'aujourd'hui,
On a des téléphones qui peuvent avoir des preuves. J'étais vraiment une fille belle, de teint clair, extraordinairement belle, comme tu ne peux pas t'imaginer, hein. Si toi-même tu me voyais, tu allais m'apprécier, tu allais m'aimer. Et c'est après mon mariage que tout a changé. Je lui dis, ah bon, après ton mariage que tout a changé? Ah oui? Elle dit, oui, je t'explique. Là, elle me montre ses photos. C'est vraiment comme la lune et le soleil, quoi. C'est comme le noir et la lumière, c'est comme le jour et la nuit. C'est pas possible. C'est une très belle femme qui n'a rien à voir avec celle qui est en train de me caresser. Donc, je suis vraiment dépassée par la photo, les photos de son mariage qu'elle me présentait. Et parce que je vois, mais je reste tranquille. Elle me dit, je t'explique. Et le jour de mon mariage, comme tu vois sur les photos, c'était un beau mariage. Ça a été une réussite. C'était vraiment un très beau mariage. Ma belle-mère m'aimait. La belle famille était là. Mes parents, mes amis. C'était une réussite. Et après le mariage, déjà, avec mon chéri, on avait déjà fait 5 ans de relations communes où chacun vivait chez ses parents, mais où on était en couple pendant 5 ans. Donc, 5 ans où on a pris le temps de s'aimer, de se connaître, de partager du bon temps ensemble. Et moi, je vais la nommer Kadi. Et moi, Kadi, que tu vois, j'avais déjà eu un enfant, une fille auparavant, avant de rencontrer ce dernier. Et comme ce dernier a pris tellement bien mon enfant, tout le monde dans le quartier pensait que c'était son enfant en fait, que c'était sa progéniture, tellement il s'en occupait. J'étais une femme comblée avant d'aller me marier. Voilà. Ben, pour ceux qui n'aiment pas les histoires longues, excusez-moi, vous allez devoir dépasser mon histoire parce qu'elle est un peu longue. Désolée et puis merci. Donc, la jeune fille en question dit que elle se marie. Elle arrive chez son mari. La nuit de noces se passe très, très, très bien et tout ça. Après la nuit de noces, monsieur l'a fait asseoir pour lui dire, aujourd'hui, tu es arrivé chez moi, tu es ma femme, tu es mon épouse. Donc, ils sont musulmans. Tout ce que moi, je te dis de faire, c'est ce que tu es censé faire. Elle dit, bien sûr, je suis ton épouse, je suis ta femme, je suis ta soumise. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, chez moi, je te dis qu'ici, tu ne dois plus recevoir tes parents. Mes parents aussi ne vont plus venir ici. Elle est étonnée, mais elle dit OK. Il dit, ben, c'est vrai qu'avant, tu tressais les cheveux. Moi, je veux que tu arrêtes parce que je ne veux plus te voir dans ton quartier en train de traîner. Je veux que tu restes ici. Moi-même, je te trouve un coin où tu vas tresser. Elle acquiesce encore de la tête. Elle dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, après les 2 semaines, monsieur lui dit 2 jours seulement avant son voyage que lui voyage pour un autre pays et qu'il va voir sa famille. Elle est étonnée parce qu'il ne l'a pas prévenue. Et comme 2 nouveaux mariés viennent à peine de se marier, surtout qu'il travaille pour lui-même, et quelle est l'urgence de vouloir voyager à peine 2 semaines après. Donc elle était tellement étonnée et comme elle est amoureuse, elle dit OK, monsieur voyage, fait 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, tout se passe bien. Elle attend le retour de son charmant, son amoureux, tout ça. Monsieur revient. Au retour de monsieur, chaque soir, elle se sent alourdie comme si quelqu'un se couchait sur elle. Et elle a commencé à ressentir de fortes douleurs sur son pied, son côté gauche. Mais surtout, pardon, dans le pied droit. Surtout dans son pied droit. Elle ressentait des douleurs immenses et fortes. Donc, elle explique ça à son mari. Donc, ça fait 1 mois pratiquement qu'ils sont mariés. Elle explique ça à son mari. Son mari dit non, c'est rien. Peut-être comme le jour du mariage, vous avez dansé. C'est peut-être ça. Et donc, les suites du mois, les douleurs s'intensifient chaque soir. Hein. Chaque soir, elle subit ces douleurs-là. Et après les 1 mois, elle découvre qu'elle est enceinte de monsieur, qui est content aussi, tout se passe bien. Jusqu'à après la grossesse, où il sait qu'elle est enceinte, il commence à la malmener. Il ne lui donne plus à manger ni à boire. Enfin, à manger, je veux dire. Il la laisse dans la maison. Heureusement qu'il y avait du riz et qu'elle avait un peu d'argent comme les dons du mariage sur elle. Donc, elle a même acheté du riz et c'est avec ça qu'elle mangeait. Il ne voulait pas qu'elle sorte, il ne voulait pas qu'elle travaille et il ne s'occupait plus d'elle. Il lui disait c'est compliqué, le mariage est organisé. Il trouvait toujours de mille excuses pour que la jeune fille se sente en sécurité en même temps. Mais chaque nuit, comme je vous disais, elle éprouvait cette douleur atroce
au niveau de son pied qui ne faisait que monter et qui prend ensuite son deuxième pied pendant qu'elle est enceinte. Après les 4 mois, le monsieur la maltraitait, elle ne mangeait pas. C'était difficile, elle ne comprenait pas la situation, mais elle prenait sa suelle. Elle cachait aussi à sa famille. Hein. Ah, parce que ça fait honte, d'une part, tu vas te marier, il n'y a pas à manger là-bas. Tu es parti, fais quoi là-bas? Ben, c'est quoi ce foyer? Donc, elle prenait sa suelle et puis elle cachait. Quand elle cachait, au fur et à mesure, la situation s'aggravait de telle sorte qu'elle est partie voir le médecin à sa 3e grossesse. Puisqu'elle ne mange pas bien, elle est faible. Elle s'est créée des maladies comme l'ulcère, en train de réfléchir. L'ulcère aggravé. Le médecin lui dit, mais tu ne te sens pas bien. Il prend sa tension et elle a 7. Il dit, mais l'enfant risque de pas rester jusqu'à l'accouchement. Il faut que tu me dises ce qu'il y a comme problème, si je peux t'aider. Elle n'a rien dit au médecin. Elle retourne chez elle à la maison. Effectivement, le 4e mois, elle perd le bébé. Quand elle finit de perdre le bébé, elle se soigne comme femme, etc. La douleur des 2 pieds monte jusqu'à ce qu'elle constate un matin se réveillant qu'elle est paralysée. Paralysée où elle ne peut plus bouger. Et c'est là que son mari va lui montrer que lui là, c'est un marabout, c'est un féticheur et c'est un sorcier. Il commence à venir faire tous ses rituels devant elle. Il s'habille en tout blanc. Il tue chaque jour des poulets devant elle, les égorge, il verse le sang sur le mur de la maison. Pendant qu'elle est paralysée, elle peut pas nettoyer. Elle est couchée dans le sang, elle se baigne, elle souffre. Souvent, quand il sort, elle appelle une de ses petites soeurs pour venir nettoyer ça à sa place. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle est obligée d'elle-même dire qu'elle va nettoyer. Parce que si elle appelle sa petite soeur, elle veut bien appeler sa petite soeur, mais après, elle ne voulait pas que les informations sur son mari sortent. En vrai, bref. Donc, elle veut appeler sa petite soeur, mais elle se débrouille. Elle nettoie ce qu'elle peut nettoyer en se traînant à terre. Ça dit que la douleur venait pour l'estropier des 2 pieds. Elle a supporté cette douleur-là. Elle supportait. Elle ne mangeait pas. Il la laissait dans la faim. Et un jour, il vient avec du poulet, il le gorge et il prend le sang de poulet, il se lave avec. Sur 7 jours, en train de se laver avec du sang frais de poulet dans la douche. Et puis, il ne lave pas la douche là. Donc, imaginez comment la douche va sentir du poulet frais et pendant qu'elle est mourante. Le comble même ça, un soir, se réveille et le gars est en haut d'elle. Il la fait descendre. Il est sur elle, il l'a arrêté sur elle et puis il égorge, menait un poulet, elle sentait du sang, quelque chose qui versait sur elle. Le gars, il l'a arrêté, il a bien tout noir et il égorge le poulet là sur elle et le sang en train de verser. Elle a crié, elle a demandé qu'est-ce qu'il y a. Il dit non, c'est un moment qui veut te paralyser. Moi, je suis en train de te soigner. C'est ce que moi, mes marabouts m'ont dit de faire pour te soigner. Le lendemain, il a pris, il l'a envoyé sur une colline. La colline, devant elle, il a obligé à enterrer des poulets vivants, noirs, bizarres, de prendre le sang. Là, il a versé ça. Il a pris le sang là. Il a versé ça sur elle, sur son habit. Et elle a pris un grand foulard pour se couvrir. Ils sont revenus à la maison. Tout de suite, tout ça là dans sa paralysie, et elle cachait ça à sa famille. Où elle n'en pouvait plus, il a fait venir son frère, lui son grand frère, qui a comment on appelle ça, qui a la tuberculose chez eux à la maison, sachant qu'elle ne peut pas se lever. Et sachant qu'un tuberculeux, ça ne vit pas, son assiette, ses instruments, tout ça. Mais le gars faisait exprès de manger partout jusqu'à ce qu'elle soit contaminée, étant paralysée. Donc là, son mari la prend, il l'envoie dans un hôpital ici militaire. Quand elle est déclarée, comment on appelle ça, tuberculeuse et paralysée, elle est en manque de sang, elle a anémie, toutes les maladies sont ressorties. Maintenant, concernant la paralysie, on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas le vrai problème de la paralysie là. D'où ça vient en fait, comment on les appelle, les médecins n'arrivent pas à savoir d'où vient la paralysie quand elle explique. Donc le monsieur qui est son mari la laisse à l'hôpital et appelle ses parents, venez chercher votre fille, pour ne pas qu'elle meure dans ma main. Et puis il s'en va, il ne donne plus de nouvelles. C'est là que les parents viennent voir leur fille amaigrie qui a perdu plus de 25 kilos, qui est paralysée, qui est tuberculeuse,
qui est anémié et qui ressemble à un cadavre. Ce sont les parents. Ils ont pris ça sur eux, ils ont pleuré devant elle. Pleuré parce qu'elle ne les a pas appelés, parce qu'elle ne les a pas avertis. Mais ils l'ont pris, ils ont payé ce qu'ils pouvaient faire, les premiers soins, tout ça. Ben, elle a traité la tuberculose jour pour jour, chaque instant, pendant 6 mois, au-delà des douleurs incessantes, chaque soir qu'elle subissait dans sa couche. Chaque nuit, elle dit, c'est comme si on prend des pilons pour taper dans ses os. Donc, chaque nuit, elle pleure. Elle fait des rêves où elle se voit dans un cercueil. Ils sont en train de fermer, on va avec elle. Tous ces rêves-là, elle les subissait et elle les vivait au quotidien. Et chaque nuit, personne n'arrivait à dormir dans la maison à cause d'elle. Elle pensait elle-même qu'elle allait mourir. Mais Dieu merci qu'elle s'est traitée de la tuberculose jusqu'à pendant les 6 mois. Chaque matin, elle prenait de gros comprimés, elle les avalait. Tout ce que le médecin a dit, elle a suivi jusqu'à elle était guérie par la grâce de Dieu de la tuberculose. Maintenant, il fallait lutter contre l'anémie continue et puis la paralysie dont on ne savait pas d'où ça venait. Et c'est comme ça que les parents aussi, ils traitaient chez les Blancs, mais ils sont rentrés chez les Noirs. Quand ils sont arrivés, les gens disent qu'elle a été sacrifiée spirituellement et que c'est son mari qui l'a sacrifiée, que son âme en train de partir. Quand les gens donnent les médicaments, les canaris, arrivés chez eux à la maison, qu'ils mettent les canaris sur le feu, ça pète, ça se casse. 1, 2, 3, le canari, elle n'a jamais pu se laver et ça ne tenait plus. Les parents n'avaient plus l'argent. Ils ont dépensé dans ses soins. Quand elle boit un médicament aujourd'hui, le sang finit d'aimer. On ne sait pas où le sang s'en va. La souffrance, heureusement pour elle, qu'elle n'arrêtait pas de se battre d'une manière ou d'une autre étant chez ses parents. Mais chaque soir, elle se voyait enfermée dans ce cercueil-là. De douleur, elle se sentait seule et elle pleurait. Pendant ce temps, son mari ne donnait plus de nouvelles de lui. Il ne l'appelait plus. Tous ceux qui venaient la voir avaient le cri de détresse. Personne ne pensait qu'elle allait vivre. Personne ne croyait que demain, il allait avoir un nouveau jour pour elle. Tous ceux qui venaient la voir pensaient que c'était son dernier jour. Elle-même, elle pensait que c'était son dernier jour. Elle a partagé tout ce qu'elle avait à ses soeurs et frères. Elle n'y croyait plus. Il n'y avait plus d'avenir pour elle. C'est là que l'un de ses voisins est venu voir sa maman pour lui dire, j'ai mon frère qui est à l'intérieur du pays. Même si vous n'avez pas l'argent dans une province, il va s'occuper jusqu'à ce que ça aille. Tellement ça n'allait pas. Pendant ce temps-là, elle a perdu l'usage de la parole, c'est-à-dire qu'elle est devenue muette. Donc, elle est devenue muette. Elle était méconnaissable. Elle n'arrivait pas à manger. Il fallait lui donner la nourriture par un tuyau. Les parents n'avaient pas l'argent. Donc, il fallait trouver un moyen pour qu'elle boive de l'eau, qu'elle prenne la bouillie à travers, comment on appelle ça, une manière pour que ça passe parce que toute sa gorge jusqu'à son ventre était des plaies. La jeune fille qui me tressait, elle a vécu tout ça. Elle a traversé toute cette situation et qu'elle est en train de m'expliquer. J'avais que des frissons. J'avais tout mon corps qui tremblait tellement j'étais dépassée, étonnée. Donc, ils l'ont prise, ils l'ont envoyée dans la province où elle était muette. Elle ressemblait carrément à un cadavre. Elle était méconnaissable. Elle avait perdu plus de 60 kilos. À ce stade où elle était arrivée, là, elle me l'appelait la mort. Elle disait à ses parents, donnez-moi la route, je veux aller retrouver Dieu, je n'en peux plus, je suis fatiguée. Dieu ne l'a pas laissé. Ils l'ont envoyé chez ce guérisseur. Pendant 3 mois, elle dit ce que le guérisseur a fait devant elle, pour elle, là. Elle ne peut pas me raconter. Mais elle m'a montré toute sa partie qu'il a déchiré dans sa tête, il a mis médicament. Dans son dos, il a mis médicament. Dans ses pieds, il a mis médicament. Partout, ils ont déchiré tout son corps. Petit, ils ont mis médicament. Partout. Elle dit, ça fait 1 an jour pour jour, elle se lave. L'eau qui la touche, c'est que des médicaments de canaris. Elle se lave. La seule eau propre qu'elle touche, c'est ce qu'elle boit. Sinon, tout son corps est rempli de médicaments. C'est comme ça que moi, où je l'ai vue dans l'état où ses 2 pieds sont presque collés là. Elle dit que c'est comme si quelque chose devait sortir de son ventre pendant que le monsieur, où elle a fait les 3 mois, est en train de la traiter. C'est comme s'ils avaient mis quelque chose de son ventre qui voulait sortir et donc qui était en train d'estropier son pied. Par la grâce de Dieu, elle a recouvré l'usage de la parole. Elle parle,
Et elle était en train de se remettre un peu de sa paralysie, où moi, j'ai vu ses deux pieds presque collés, où elle était inclinée, où elle arrivait à parler, là. C'était la grâce de Dieu. Vraiment, moi-même, ma copine qui m'a présenté, qui me l'a présenté le jour où elle a fait ses cheveux, m'a dit, ah, si je te raconte ce que le monsieur l'a fait sur cette fille-là, c'est trop. La fille même qui a subi, elle m'a dit, je ne vais pas tout te raconter, je te briefe seulement un peu. Donc, famille DMG, la morale de l'histoire, il est très bon de vite se marier. Il est très bon de se marier jeune parce qu'on fait vite des enfants et puis les enfants grandissent avec nous. Mais quand nous, jeunes filles, on va se marier, quand nos amis, nos parents, nos enfants vont se marier, nous, les parents, nous, les jeunes filles, que les parents aillent surprendre leur enfant sans prévenir souvent. Vous allez voir la vraie réalité que vos enfants vivent aussi. Nous, les jeunes filles, le mariage, là, c'est pour être heureuse. Le malheur, on le partage ensemble. Ce n'est pas l'autre qui devient ton malheur. Donc, si tu es dans cette situation, que tu sens qu'on te malmène, tu n'es pas heureuse, là, n'attends pas qu'on te tue pour partir. Vraiment, c'était mon histoire de cette soirée. Likez, partagez, commentez. Et puis, bonsoir à toute la famille DMG. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Allô, bonjour DMJ TV. C'est encore moi, je reviens encore pour une 3e histoire. J'espère que vous rediffusez mon histoire chaque fois. Parce que ce sont des histoires que j'ai vécues personnellement. Ce ne sont pas des histoires qu'on m'a racontées. Voilà. Ces genres de situations-là, quand tu les vis, tu ne sais pas comment expliquer. Souvent, tu expliques ça à des personnes, les gens ne croient pas. Mais quand tu trouves une plateforme où les gens ont vécu des choses mystiques comme toi-même, tu te dis, ah, tu as trouvé au moins une famille. Voilà. Donc, merci encore une fois, DMG, de créer ce groupe-là pour faire au couteau à des personnes qu'il y a des choses qu'on ne peut même pas maîtriser. Et il y a des choses qui sont tellement vraies qu'un être humain ne peut même pas expliquer ça. Même la science ne peut pas expliquer. Voilà. En fait, je ne suis pas en train d'indexer les pasteurs, les prophètes et je ne suis pas en train d'indexer les pasteurs, les prophètes, et puis je ne suis pas en train de les dénigrer. Mais parmi ces personnes-là, il y a des personnes qui sont même pas vraies. Il y a des prophètes sorciers, des prophètes qui disent qu'ils tuent Dieu. Voilà, mais ce sont des démons. Voilà, il y a des pasteurs aussi qui ne sont même pas vrais. Voilà. DMG, je voulais vous expliquer mon expérience que j'ai vécue avec un prophète. Je ne sais même pas si c'est vraiment un prophète ou bien c'est quelqu'un qui vient de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu, là, c'est rempli d'amour et puis c'est rempli d'apaisement. C'est pas rempli de querelles et puis de colère. En tout cas, ce que moi j'ai vécu là, ça m'a freiné même pour l'église. C'est-à-dire que quand je suis là comme ça, même pour partir dans une église, je n'arrive pas. Quand je regarde ça, je dis, mais attends, je vais partir dans une église. Les mêmes choses vont se répéter. Donc, je voulais rentrer un peu, je vais expliquer rapidement mon histoire. Je me rappelle que je ne me sentais pas trop bien et je suis partie à l'église parce que je ne suis pas dans mon pays, j'ai voyagé dans un autre pays. Et je suis allée à l'église le week-end et j'ai croisé une connaissance qui m'a dit, mais je te vois rarement, qu'est-ce qui ne va pas et tu as maigri. Et j'ai commencé à expliquer mon histoire. J'ai dit, ah, je me sens pas bien, je fais les rêves bizarres, je suis comme ça, je me sens attaquée, tout et tout. Je sais pas ce qui m'arrive. En fait, j'étais dans la dépression. J'étais dans une dépression même, c'est-à-dire que je ne me sentais pas bien, je m'alimentais pas bien et puis j'étais encore dans la dépression. La fille m'a dit, ah, je connais un prophète. Je connais un prophète qui va t'aider dans les prières. Je vous assure, DMG TV. Si vous écoutez ce que je vais dire là, soyez très 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 vigilants. Vous voyez, quand tu es dans la dépression, quand tu es dans un moment de dépression, tu fais confiance à tout le monde. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une personne te donne un semblant d'amour, tu suis ça. Voilà. Et dans le pays là où j'étais là, il n'y avait pas d'amitié comme ça. Il n'y avait pas beaucoup d'amis. Voilà, chacun se méfiait de chacun.
Mais moi, j'étais dans mon coin. J'ai contacté le prophète là, le soi-disant prophète, quand je l'ai contacté. Écoutez très bien, famille, quand j'ai contacté le prophète, j'ai demandé à Dieu, au fait, personnellement, quand Dieu, je vais vous dire, quand Dieu t'aime, Dieu que vous voyez là, il nous écoutait. Quand Dieu t'aime, il te prévient avant que les choses t'arrivent. Quand j'ai contacté le prophète, il m'a dit qu'il allait me rappeler le lendemain. Et la même nuit, quand j'ai dormi, j'ai fait un rêve où j'étais au milieu de beaucoup de loups qui venaient vers moi pour me dévorer. Mais ils n'arrivaient pas. Et il y avait une voix dans le ciel qui disait « Marche, marche, jusqu'à ce que tu arrives à destination. » Mais tous ces loups-là ne te feront rien. Je vous assure, DMG, les loups là, il y avait de toutes les couleurs. C'était comme une armée de loups. Il y a d'autres qui venaient avec les larves sur moi. Il y a d'autres qui venaient, ils arrivent à mon niveau là, ils ne peuvent plus fermer les bouches, ils ne peuvent plus ouvrir les bouches. Et je marchais, j'étais toute seule. Quand je me suis réveillée, au lieu de me demander qu'est-ce que ça veut dire, je me suis dit non, que les sorciers... En fait, j'ai interprété le rêve d'une autre manière. Or que ce n'était pas ça. C'est à la fin, j'ai compris qu'est-ce que j'avais vu. Le Seigneur est en train de me dire que la personne que tu vas croiser là, ce n'est pas une vraie personne, c'est un loup. Bon, j'en viens. Je vais épargner les détails au fait. Parce que c'est tellement long, mais je vais résumer ça. Donc, quand j'ai croisé ce prophète-là, il a commencé à me coacher, c'est-à-dire qu'il a commencé à me donner de l'amour hypocrite. En fait, c'était pas du vrai amour. Quand je dis de l'amour, c'est-à-dire un peu d'affection, pas de l'affection sexuelle, non, mais les appels, les réconforts, les prières. Je faisais des prières avec lui. Je prenais la Bible. Hein. Je prenais la Bible. Je vous rassure, cette Bible-là, tout le monde peut interpréter ça. Même le diable peut interpréter la Bible. Je prenais la Bible, je lisais la Bible, je priais avec lui. Donc, je me disais que j'avais comme un frère à côté de moi. Même il n'était pas dans la même ville que moi, mais il était dans une autre ville. Et je priais avec lui, je faisais des choses avec lui, tout et tout. Et un mois passait, j'étais dans mon coin, je faisais mes choses, je lui ai expliqué, je dis, je vous assure qu'il a fait en sorte que je l'explique toute ma vie. Et je me suis dit que comme c'était un homme de Dieu, il pouvait garder tout ce que je lui disais. Mais non, hein, cette personne-là, il ne gardait rien. Il prenait toutes mes informations pour me manipuler. J'en viens où ça devient mystique. Je suis allée le voir, il m'a donné un bracelet. Le bracelet qu'il m'a donné, je ne sais pas ce qu'il a fait avec le bracelet. Lorsqu'il m'a donné le bracelet, j'ai porté le bracelet et je suis rentrée à un chemin. C'est là que tout a commencé. Il m'a contrôlé. C'est-à-dire que je faisais des rêves selon ce qu'il dit. C'est comme tout ce qu'il me dit, je suis contrôlée par ça. Je suis devenue comme un robot. J'en viens un peu devant parce que c'était tellement horrible. Mais je vous assure, j'ai déménagé de chez moi, je me suis retrouvée dans la même maison que lui. C'est tellement beaucoup. Je me suis retrouvée dans la même maison que lui. Et les gens avec qui on était dans la maison, il les a fait partie. Je suis restée seule avec lui. Et chaque fois, il m'a fait même gêner pendant des mois. J'avais maigri. Je dis souvent, j'ai dit DMG. Il a failli même me rendre comme une sorcière. Et je me rappelle un jour, je suis sortie de la maison, je marchais. J'étais devenue chétif et maigre. Il me disait qu'il faut gêner, les sorciers me poursuivent, tout ça. Et j'avais croisé une jeune fille qui me regardait. Une jeune fille simple. Et elle m'a interpellée. Elle m'a dit, là où tu es là, tu ne sais pas qu'il y a des personnes qui sont mystiques, qui peuvent te faire du mal. Lui que tu appelles pasteur là, c'est un sorcier. DMG TV. J'étais choquée quand la jeune fille m'a dit parce qu'elle ne me connaît pas et elle me dit. Et elle m'a dit des choses même que je n'imaginais pas. Bon, moi j'étais manipulée par la personne. Donc ce qu'elle me disait, bizarrement, je suis allée lui dire ça. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit non, ce sont des méchantes personnes.
Je vous jure que DMTV, cette personne-là, quand je dors, Dieu qui est en haut là, il parle vraiment. Quand ton âme, quand tu as peut-être quand tu as un bon cœur, ou bien tu es innocent, ou bien tu as des choses à faire dans la vie, ou bien Dieu te veut pour beaucoup de choses, Dieu t'enlève pas maintenant. DMTV, le monsieur était venu, je ne sais pas si c'est prendre mon étoile, m'épuiser spirituellement, même me tuer. Chaque fois quand je fais des rêves, je le vois en train de me tuer, en train de me faire du mal. Soit s'il n'est pas en train de sortir avec moi, il est en train de me faire du mal. Et chaque fois, ce sont les mêmes rêves que je répétais. Et je voyais. Et bizarrement, je vais très loin. Il y avait des voix qui venaient, mais j'avais des, je sais pas si c'est des personnes que je voyais comme ça dans la maison qui viennent me parler. DMG TV, je ne suis pas en train de mentir. J'en ai vécu des choses que moi-même je me dis que est-ce que je suis dans ce monde-là ou je suis ailleurs? Il y avait des voix qui venaient me dire, des personnes invisibles, même je vois des ombres qui venaient me dire, sors de la maison, là où tu vis avec le monsieur, là, il n'est pas un homme de Dieu. C'est un mystique. Mais quand j'entendais ça, je disais que c'est dans ma tête. Et Dieu m'a fait grâce. Il y a eu un événement qui s'est passé et je suis sortie de là. Et avant de sortir de là, j'ai jeté son bracelet. Quand j'ai jeté ce bracelet-là, c'est comme j'ai dit devenu libre. Et j'ai cherché à reconstruire ma vie. Vous voyez? J'ai cherché à reconstruire ma vie. C'est trop long. Mais juste vous dire non que c'est bien beau d'aller dans les églises. C'est bien beau de se confier aux gens. Mais ne vous confiez pas à l'homme. Ne vous confiez pas à l'homme. Parce que dans ce groupe de hommes de Dieu, il y a des loups. Il y a des personnes qui peuvent même tuer. Il y a des personnes même qui peuvent tuer. Je ne suis pas en train d'accuser les hommes de Dieu. Parce que je connais des hommes de Dieu qui sont vrais. Et des hommes de Dieu qui ne sont même pas. Parce que dans le groupe là, il y a aussi des gens qui mangent. Donc c'est un peu ça. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans ma vie avec cette personne-là. Il m'a traumatisé 2 ans. 2 ans, je ne mange pas. Vous pouvez penser que quelqu'un ne mange pas. Toute une semaine, elle mange des fruits seulement avec de l'eau. J'étais devenue même comme un cadavre. Mais bon, bref, Dieu m'a retiré de là. Donc, ce que je voulais vous dire, soyez très, 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 très vigilants. Et Dieu nous écoute tous. Quand vous croisez une personne, parlez à Dieu, à l'univers, parlez. Vous allez voir que Dieu va vous rappeler, va vous dire que cette personne ne marche pas avec cette personne, ou bien n'écoute pas cette personne. Donc, c'est encore ma 3e histoire. Je sais que je vais réexpliquer encore une autre histoire. Mais je vous dis au revoir et bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Alors, bonjour la team DMG. Voilà, je me présente, moi c'est Moussa. Voilà, je suis de Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Je fais ce vocal-là depuis Agnemont. Maintenant, j'aimerais vous raconter un peu une histoire que j'ai vécue. J'étais vraiment gamin. J'avais, c'est que si je vais pas donner mon âge, mais on était en 2004, 2005, un truc comme ça. Ouais. Voilà, bon, déjà, en cette année-là, il y avait la crise en Côte d'Ivoire. Voilà, eau d'urgence, c'était un peu chaud en 2002 et puis bon, on est arrivé jusqu'en 2004. Maintenant, en 2004, là, il y avait un souci, c'est-à-dire, il y avait des bidonvilles qu'on devait casser. Vous voyez, voilà, il y avait des bidonvilles même en bois. Voilà, les maisons étaient faites en bois. Donc, les bidonvilles là devaient être cassés. Il y a d'autres qui devaient être brûlés. Il y a d'autres, bon, ceux qui avaient la chance, ils arrivaient à démolir pour eux, genre, enlever les baraques là et puis partir avec, en fait. Donc, c'est comme ça. Nous, on était là, on n'avait pas encore trouvé de maison où habiter. Non, genre, on cherchait encore, en fait. Donc, c'est comme ça. Comme le quartier était un peu bizarre. C'était un peu devenu un quartier à risque parce que
Comment on appelle ça, il n'y avait pas assez d'habitants, tout et tout. Et puis bon, ma maman même, elle vendait le poisson dans le quartier. Donc c'est comme ça, elle a proposé que j'aille dormir avec, comment on appelle ça, bon, on peut dire chez le chef du village. En fait, il y a toujours dans les bas quartiers, il y a toujours un chef, voilà, pour représenter un peu le quartier. Donc elle m'avait proposé d'aller dormir là-bas. Et puis bon, c'est comme ça, j'ai accepté tout et tout. Donc je partais dormir là-bas. Maintenant, le chef du village en question, sa femme était la meilleure amie de ma mère. Ouais. Donc, elle avait une fille et cette fille est décédée. Ouais. Donc, elle est décédée. Bon, c'était pas au même moment, mais je me rappelle plus à quel moment elle est décédée. Donc, du coup, c'est comme ça. Moi, je partais dormir là-bas les matins. Bon, je partais à l'école. Je passais chez la vieille avant de partir à l'école. Donc on faisait ça jusqu'à arriver à un certain moment. Bon, c'était devenu un luxe pour moi, quoi. Je perdais même pas le temps à la maison, je rentrais là-bas, je partais, je dormais. En ce moment-là, quand on dormait là, en cette année-là, comme il y avait le coupure de courant, parce qu'il y avait plus de courant, il y avait plus de courant même dans le quartier. Donc c'était les lampes là, les lampes traditionnelles ou bien c'est quoi là, les lampes africaines là. Je sais pas si vous vous rappelez en ce moment là. Bon, les jeunes vont pas se rappeler sans doute. Sinon il y avait ces lampes là où on mettait le pétrole et puis on allumait. Voilà, ça illuminait la maison, tout et tout. Donc c'est comme ça un jour je dormais, en plein sommeil, je dormais. Moi j'étais là, bon là où je dormais là, il y avait moi, il y avait un grand aussi. Et puis il y avait une fille là. Excusez-moi. Et il y avait aussi une fille qui dormait avec nous, donc nous étions trois. Donc quand on dormait, j'ai senti une fraîcheur, c'est-à-dire elle était tellement glaciale que je ne pourrais pas expliquer. Au fait, ça réveille, ça réveille. Maintenant, je vous explique, ce genre de fraîcheur là, ça réveille celui que ça doit réveiller. Sinon, ça ne réveille pas tout le monde. Vous voyez un peu. Voilà, pareil, c'est une histoire spirituelle. Vous voyez un peu. Donc c'est moi que ça a réveillé au fait. Vous voyez non. Donc j'étais couché et mon visage faisait face à la porte. Cette fraîcheur-là m'a tellement touché que j'ai ouvert les yeux, mais je ne me suis pas réveillé. J'étais toujours couché et je regardais à la porte. Donc quand je regardais à la porte, il y avait une jeune fille qui rentre. C'est-à-dire elle rentre, elle n'ouvre pas la porte, elle rentre par la porte. Vous voyez? Donc quand elle est rentrée par la porte, moi j'en suis couché, j'ai fait semblant de dormir. J'ai eu d'abord au départ j'ai eu peur. Donc elle fait semblant de dormir, j'étais là. Et la jeune fille est rentrée. Quand elle est rentrée, elle nous a dépassés. Elle est rentrée dans la chambre où se trouvait sa maman en question. Et puis bon, quand je dis sa maman, au départ je ne savais pas c'était qui. Vous voyez? Donc elle est rentrée, elle a regardé dedans. Et puis elle est ressortie. Quand elle est ressortie, elle est restée dans le salon avec nous. Ah, là c'était chaud. C'est-à-dire faisait de ces trucs bizarres. C'est-à-dire on est là, on est couché, non? Et puis j'ai l'impression que le salon est devenu comme un champ. Vous voyez, comme un champ. Elle a commencé à cultiver. Vous voyez un peu, c'est-à-dire c'est un peu bizarre quoi. Quand j'explique, moi-même j'ai l'impression que bon, certains vont voir ça en bizarre, mais c'est spirituel au fait. C'est pas simple au fait. Donc elle a commencé à cultiver. Arrivé à un certain moment, quand elle a fini, elle s'est assise. Après, elle s'est transformée en serpent. Elle est là, elle tourne. Après, cette transformation quoi en fait. Et puis elle est là, elle tourne dans le salon. Moi je suis là, il dit ah ça là, ça va être chaud hein. Puis il avait peur en fait. Je voulais plus bouger. Puis il me dit si je bouge, peut-être que le truc va m'attaquer. Donc j'étais là, j'étais serein. Je ferme les yeux souvent, j'ouvre les yeux, je vois elle est encore là. Je ferme les yeux souvent, je l'ouvre, je vois qu'elle est encore là. Il dit tiens, à quoi ça sert de fermer les yeux si tu peux continuer à regarder. Donc, moi je regardais. Bon, arrivé c'était au moins il dit ah, comment il a fait pour que celle-là elle parte. Et je suis là, c'est un peu flou dans ma tête au fait. Donc ça, bon, arrivé c'était au moins je sais pas qui a touché la lampe torche à l'intérieur. Puis il y a quelqu'un qui a mal tourné. En dormant, la personne s'est tournée et il a touché la lampe torche. Donc quand la lampe s'est éteinte, c'est tombé au fait. Et puis après la personne s'est réveillée
pour allumer encore la lampe torche. Donc quand elle a rallumé la lampe torche, il se trouvait que comment on appelle ça, le truc avait disparu. Voilà, la personne qui est rentrée pour faire les scènes là, n'était plus là. Il dit ouf. Ouais, il était tellement content. Il dit voilà, voici une occasion. Donc la dame en question, en fait, elle partait à jamais faire son marché. Voilà, et puis revenait pour vendre parce qu'elle vendait la ticket, les poissons, voilà. Elle partait en même temps avec ma maman parce que les deux partaient ensemble au marché. Donc je suis sûr que lorsqu'elle est sortie, elle allait retrouver ma maman et puis ils sont sortis ensemble. Donc quand la dame est sortie, quand elle a ouvert la porte, moi, je suis sorti. Et je suis sorti, il est pissé, quand j'ai uriné déjà, et puis il a pris ma route. Je suis arrivé cougnon à la maison quoi. Et c'est arrivé, il me suis couché encore. Je suis là, il dit non, peut-être qu'elle va venir ici. Et je précise déjà qu'il était aux environs de 6 heures, bon on peut dire 5h ou 5h30 comme ça parce qu'il commençait à faire jour. Oui, voilà. Donc du coup, il était là. Il dit bon, attends, moi je me mettre à côté ou là où il y a beaucoup d'hommes. Là, bon, maman est tentée de s'apprêter pour sortir. Elle a fini, elle a pris sa route, elle est sortie. Maman était là, elle attendait l'heure de l'école. Puis bon, il allait rentrer. Donc, j'ai fini le cours, je reviens. Normalement, je dois retourner là-bas pour dormir. Ma maman me dit, bon, il est l'heure, tu dois rentrer pour dormir. Elle dit, moi, il ne va pas là-bas encore, il ne dort plus là-bas. La maman me dit, aïe, mais à quoi? Il dit, non, moi, il ne dort plus là-bas. Hein. Elle a fait de ces scènes. Non, on va dormir là-bas, il y a quoi? Tu sais qu'ici, là, c'est bizarre. Hein? Faut pas que tu restes ici et puis ça sera compliqué. Après, bon, il dit la veille, oh, il ne bouge plus. Elle a aimé, elle ne comprend pas. Elle m'a donné une claque. Elle dit, moi, il bouge pas. Non, je suis calé. Elle a vu que c'est bizarre. Elle m'a laissé dormir ce jour. Le lendemain, mon papa est venu. Elle dit, mais moi, il dit à Moussa d'aller dormir là-bas. Il dit, lui, il va plus là-bas. Il dit, mais pourquoi tu ne veux pas dormir? Il dit, il ne va pas, c'est tout. C'est moi qui décide de là où je vais dormir. Il a dormi chez vous. S'il y a problème, il y a problème pour nous tous. Moi, il ne veut pas. Donc, c'est comme ça qu'on est resté jusqu'à... Bon, après, la famille a eu une maison aux 2 plateaux, non loin d'Agbon. Donc, nous avons déménagé, nous sommes partis là-bas. Donc, je n'ai même pas expliqué à quelqu'un même cette histoire-là. Donc, arrivé aux 2 plateaux, on était là. Et un jour, il était là, il dit, bon, la vieille a expliqué la raison pour laquelle je ne voulais plus dormir de l'autre côté là. Elle dit à quoi? Donc, il a essayé de l'expliquer, la scène, tout et tout. Elle m'a dit, mais il fallait me dire ça depuis que, au fait, c'est la fille de la dame qui est décédée là. C'est elle qui est venue dans la maison. Parce qu'au fait, si tu vois que les revenants reviennent chez eux à la maison, c'est qu'au fait, il y a des sacrifices là, au fait, là, ils ont fait, mais ils n'ont plus continué. Vous voyez, non? Voilà, ils n'ont pas fait tous les sacrifices qu'il fallait. C'est pourquoi le revenant en question est revenu. Sinon que elle-même m'a dit qu'une fois comme ça, elle a vu le revenant de mon frère. Mais quand elle a vu le revenant de mon frère, bon, après ça, ils ont fait les sacrifices et puis bon, il n'est plus revenu quoi. Elle m'a dit, ah ok. Elle m'a dit, si je vois ce genre de truc là, faut même pas que je tape dessus, que de dire. Et puis bon, s'il y a des trucs à faire, ils vont faire. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc sur ce, c'est un peu ça. Voilà, revenant que j'ai vu, j'étais très petit. Et puis bon, quand je dis très petit aussi, j'étais très petit. Hein. Et puis moi-même, en tout cas, sur cette terre-là, ouais, j'ai beaucoup vécu. Donc de là, quand je vais couper ça, je vais expliquer mon histoire même qui est... Bon, c'est que je vais vous expliquer ça. Vous-même, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver des mots. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG, j'espère que vous allez bien. Merci pour le concept, que Dieu continue de te bénir, de te protéger. Je viens raconter une petite histoire qui m'a été racontée par ma mère. Voilà. Ma mère disait comme ça que quand elle était encore plus jeune, elle avait une amie à elle. Et cette amie-là, elle avait croisé un homme. Et après quelques temps, l'homme a décidé que elle vienne avec lui pour qu'il puisse la présenter à ses parents. Et les deux se sont rendus dans un village, dans un petit village. Et c'est comme ça qu'arrivé dans le village, les jours qui suivaient,
Quand elle est arrivée, les jours qui suivaient, on lui a donné du piment, beaucoup de piment à piler. Elle s'est demandé, mais c'est pour faire quoi? Mais intérieurement, elle n'a pas eu de réponse. Elle a pilé le piment. Et les autres jours qui suivaient, les femmes et les hommes de cette famille-là allaient toujours au champ. Et à leur retour, ils rapportaient toujours du bois, c'est-à-dire du fagot. Ils rapportaient toujours des fagots. Ils entassaient les condiments, c'est-à-dire piments, les trucs comme ça. Ils revenaient avec, ils entassaient. En temps, à côté de la cour, il y avait une vieille qui habitait là. Et cette jeune fille-là, souvent, elle partait aider la femme, à la vieille, partait laver ses assiettes, elle partait balayer sa cour. Et les enfants aussi de la cour, elle était bien avec eux, elle était gentille avec eux. Donc, elle ne comprenait pas pourquoi tout ça là. Donc, c'est comme ça, un jour, la vieille l'appelle. Elle lui dit, ma fille, que tu vois, fagot, tu vois, tout ce qu'on ramène là, c'est pour toi. Que chez nous ici là, c'est notre tradition. Quand une belle fille arrive comme ça, c'est pas pour faire autre chose. Quand tu vois que depuis on coupe du bois et puis toi on te demande de ne rien faire, tu es à la maison seulement. C'est pour mieux te conserver, pour que tu sois bien en forme, tu te blesses pas. Voilà. Et quand le jour va arriver, on va te tuer, on va te sacrifier. Donc tout ce que tu vois, piment tu as pilé là même là, c'est pour faire toi-même ta sauce. Donc si tu es malin, cherche à t'enfuir. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que quand elle dormait chaque nuit là, on mettait une petite fille devant la porte pour la surveiller. Elle ne savait pas. Et c'est comme ça que quand la vieille lui a dit ça, elle a dit aussi, elle a ajouté que faut pas paniquer, faut pas t'inquiéter, faut pas paniquer. Fais comme si de rien n'était, mais tu programmes ta fuite un peu. Parce que si tu fais comme si tu as peur, ils vont savoir que tu sais et ils vont anticiper les choses. Donc fais comme si tu ne sais pas. Elle a dit d'accord la vieille, merci beaucoup. Donc les jours qui suivaient, voyant qu'elle était gentille avec les enfants de la cour, et parmi les enfants, il y avait cette petite fille qui venait la surveiller chaque jour, mais qu'elle ne savait pas. Et c'est comme ça qu'un jour, la petite fille a décidé de l'accompagner parce qu'il faut qu'elle parte faire ses besoins. Voilà, c'est dans la brousse puisque c'est au village. Et c'est comme ça que cette petite fille a décidé de l'accompagner ce jour-là, même elle n'a pas compris. Et quand on les a vus ensemble, on a demandé, mais vous partez où? La petite fille a dit, que je vais accompagner la tante là, voilà, en bourse là-bas pour que... ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, quand ils sont partis, c'est là la petite fille s'est mise à raconter que quand tu dors, je surveille ta porte. C'est pour ne pas que tu puisses t'enfuir. Tu vois tout ce qu'ils sont en train de faire dans le village, couper du bois, tout ça là. C'est pour te préparer, c'est pour te tuer. Quand le jour va venir, ils vont te tuer, ils vont te préparer. Voilà, puis ils vont te manger. Donc, en temps, ce que j'ai oublié de souligner, quand ils sont partis quelques jours après, son gars en question l'a laissé seul dans le village. Il lui a fait comprendre que non, il venait pour faire des choses en ville, qu'il allait retourner et puis les deux allaient rentrer ensemble. Donc, voyant qu'elle était bien traitée, sa belle famille s'occupait bien d'elle, ils s'entendaient bien, elle s'est dit que bon, il n'y a pas de problème. Ok, je suis là, chérie, je t'attends. Si tu savais ce qui t'attendait, ma chérie. Donc, c'est comme ça, le gars l'a laissé et il est rentré. Et pendant tout ce temps, il était là. Il est rentré, il l'a laissé là-bas. Et elle a continué d'aider la vieille. Et la petite fille a déjà raconté l'histoire, ce qui allait se passer. Tel jour, on était tué. Et elle lui a montré aussi la voie qu'il fallait emprunter parce qu'il y avait deux voies. Les deux voies là, il y avait une voie piège et puis une voie qui menait vraiment, qui pouvait te sauver. Il y a une voie qui ne mène nulle part. C'est-à-dire que tu vas emprunter cette voie, tu vas courir jusqu'à tu sors nulle part. C'est-à-dire que tu tournes en rond. Ils prennent cette voie, ils peuvent t'attraper. Mais l'autre voie là, si tu l'empruntes, quand tu prends jusqu'à tu sors sur la grande voie et puis
on peut maintenant te sauver. Tu peux trouver une voiture où on peut te sauver. Donc c'est comme ça que elle a compris. Et quand la petite fille lui a demandé de ne rien dire, de faire comme si de rien n'était, même chose comme ce que la vieille lui a dit. Donc c'est comme ça que la fille, elle a pris son mal en patience. Elle est venue à la maison. Elle a fait encore des jours. Et le jour J, le jour où on devait la sacrifier, la petite fille l'a réveillée très tôt le matin. Quand la petite fille l'a réveillée très tôt le matin, elle a laissé partir, elle se passe. Puisque s'ils viennent, bon, s'ils n'ont pas trouvé la petite, ils vont dire, ah, c'est toi qui l'as accompagnée. Donc la petite, elle est restée devant la porte là. Et la jeune fille, elle s'est cherchée. Elle dit, elle a couru. Elle est sortie sur la grande voie. Dès qu'elle est sortie, Dieu merci, elle a eu une voiture. Elle a fait autostop et la voiture l'a prise. Dès que la voiture l'a prise là, elle regarde derrière, elle voit le gagnon. Les gens qui devaient la tuer là, derrière, ils sont venus la chercher pour la tuer, ils l'ont pas vue. Donc, on l'a cherchée. Et c'est comme ça que la fille s'en est sortie de cette histoire. Maman dit qu'elle est arrivée à la maison, elle était toute essoufflée, elle était devenue bizarre. Elle dit, oh ma copine, je viens d'échapper. Elle s'est assise, elle a raconté l'histoire. C'est comme ça que elle a failli mourir pour une histoire de présentation. Donc c'est pour dire aussi, bon, l'histoire, c'est pas, il ne connaît pas la moralité. Chacun va tirer la morale, chacun va tirer sa part. Et puis ce que je voulais dire, c'est que quand tu vas quelque part, souvent, faut pas trop être renfermé ou bien méchant. Faut toujours être serviable au fait. Parce que si c'était pas ça, elle allait être sacrifiée. La vieille n'allait rien lui dire, la petite aussi n'allait rien lui dire, ils allaient forcément la tuer. Donc c'est un peu ça mon histoire. Faisons beaucoup attention. Merci DMG, que Dieu vous protège. N'oubliez pas de liker, de partager pour que l'histoire puisse sauver des vies. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezois a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.